Bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous encore une fois. Aujourd'hui, on a l'occasion d'accueillir Sylvie Vachon, la présidente directrice générale du Port de Montréal. C'est un grand plaisir d'accueillir Sylvie. Je vais me permettre au début une petite boutade. Sylvie nous avait annoncé qu'elle voulait prendre sa retraite en début d'année, après plusieurs années, 11 ans à la direction du port. Sylvie a travaillé au port depuis plus longtemps. Et puis finalement, on l'a bien vu à cause de la pandémie, en fait à cause de la crise, je pense. Sylvie a décidé de poursuivre, de s'assurer de mener à bon port, sans jeu de mots, le grand navire qui est le port de Montréal. Moi, je dis à la blague, Sylvie, on va trouver une raison par année pour te garder plus longtemps. Tu vas voir, tu en as pour plusieurs années avec nous encore. Le port est vraiment essentiel. Je dis souvent, le port est un des baromètres les plus suivis de l'activité économique générale. C'est à travers le port que transitent énormément d'importations qui viennent de Chine, qui viennent d'Europe, qui viennent d'ailleurs dans le monde. C'est à travers le port que transitent beaucoup de choses qui vont vers le Midwest américain ou qui viennent du Midwest américain. Et évidemment, pour toutes nos entreprises du Québec, le port est souvent passage obligé pour ses exportations. Le port a plusieurs types de produits et notamment beaucoup de choses dans des containers, des choses qui viennent ici ou qui repartent. On va en discuter tout à l'heure. Je voulais aussi souligner à quel point le port a pu peut-être voir venir avant, pendant et pourra voir venir après. Je m'explique. La Chine a vécu sa crise un peu avant tout le monde. Et donc, l'économie chinoise en a souffert. Les exportations chinoises ont sûrement baissé. L'Europe est arrivée par la suite. À l'inverse, il y a eu déconfinement en Chine avant. Il y a eu reprise d'une certaine activité avant. Maintenant, en Europe, dans quelques jours ou déjà depuis quelques semaines au Québec, dépendamment d'où on est. Bref, il y a des déconfinements qui sont en train de se passer. Et le port est au cœur de tout ça. La chaîne d'approvisionnement, dans un sens ou dans l'autre, passe par le port. Donc, Sylvie, je le répète, le port de Montréal, c'est un de nos grands baromètres. Très heureux de t'avoir avec moi ce midi. On va pouvoir parler de plusieurs éléments, plusieurs angles. Et sans plus tarder, je te cède la parole. Merci. Merci, Michel, de m'avoir invité. Bonjour à tout le monde. Ça fait plaisir de participer à une autre conférence, cette fois-ci en web, avec la Chambre de commerce, un grand partenaire du Port de Montréal. Donc, merci beaucoup. Peut-être je peux débuter, Michel, en te donnant un peu comment ça se passe au port actuellement. Puis je te remercie aussi d'avoir souligné que j'allais rester avec mon équipe pour passer à travers cette crise-là, puis participer à l'effort collectif vraiment de lutter contre la COVID-19. Donc, je crois que ça allait assez de soi. Alors, peut-être pour te donner des nouvelles et en donner à tout le monde, en fait, du Port de Montréal, je vais faire juste un petit pas de recul. Remontons un peu à 2019. Où vraiment, ce fut pour nous une excellente année, une 6e année record consécutive, en fait. Donc, on était vraiment, si on est un baromètre de l'économie, comme on le dit, on était vraiment en train de réaliser que l'économie était forte et mondialement aussi, les choses se passaient très bien. On a connu une croissance de 4,1 2019 par rapport à 2018. Donc, on a traité plus de 40 millions de tonnes de marchandises, donc ça allait bien. Nos marchés étaient toujours aussi diversifiés. Donc, vous le savez, notre marché principal, c'est l'Europe du Nord, à peu près à 35 de notre trafic conteneurisé. 27 représentent maintenant des marchandises qui proviennent ou qui s'en vont, surtout qui proviennent de l'Asie. 21 la Méditerranée. Donc, une bonne diversification, puis une bonne diversification aussi au niveau des types de cargos. Comme vous le savez, que ce soit le conteneur, les marchandises en vrac solide ou vrac liquide. Donc, tout ce beau portefeuille-là nous permettait d'avoir une balance commerciale assez équilibrée, import-export, et les affaires se portaient bien pour tout le monde. Maintenant, on est entré dans 2020 avec un très bon premier trimestre, vraiment. Encore là, on a vu de la croissance pendant tout le trimestre. Donc, on voit que l'économie s'était préparée à poursuivre sa lancée, puisque les marchandises se commandent quand même assez longtemps en avance.
performance. Puis, on était à ce moment-là dans un premier trimestre où je te dirais qu'on était à près de 3 % de croissance. Donc, les choses allaient quand même, somme toute, assez bien. Et finalement, il ne faut pas oublier qu'on se remettait aussi du blocus ferroviaire qui avait occupé notre début d'année. Donc, nos quais étaient assez bien remplis, si je peux dire, particulièrement tout ce qui, évidemment, était transité par ferroviaire chez nous. Et finalement, arrive évidemment un mois de mars qu'on pourrait vraiment qualifier d'historique, où à la fois, on a quand même des volumes importants de cargo sur nos quais, mais où on doit, comme tout le monde, faire face extrêmement rapidement à cette nouvelle réalité qui est arrivée avec COVID-19. Puis là-dessus, je dois dire que je vais probablement le dire plus d'une fois pendant notre conférence, mais je dois quand même dire à quel point les équipes, pas juste les équipes du Port de Montréal, mais aussi tous les travailleurs du port, les employeurs qui sont sur le Port de Montréal ont réagi vite. Je lève mon chapeau, tu sais, à tous nos opérateurs, aux débardeurs, aux vérificateurs, à nos employés qui très, très rapidement, comme on venait vraiment nous autres, on le sait depuis longtemps qu'on fait partie des services primordiaux pour la communauté, mais là, je crois que c'était clair que tout le transport, la logistique des marchandises était reconnu comme un service essentiel. Donc, tout le monde a été vraiment capable de passer du jour au lendemain à une autre forme d'opération. Vous savez, il y a à peu près 35 % grosso modo, dans les conteneurs qui sont des marchandises agroalimentaires ou biomédicaux, donc biomédicales, pardon. Donc, c'est vraiment là qu'on peut comprendre que la fluidité de continuer de livrer la marchandise, c'est vraiment important. Donc, en mars, on a continué d'être 100% opérationnel. On a réussi à mettre en place vraiment un système, somme toute, assez fluide. Puis, on va en parler plus longuement tantôt, mais vous savez, avec tout ce qui est arrivé avec les entrepôts ouverts, fermés, ça a amené beaucoup d'ajustements dans les chaînes logistiques. Mais vraiment, c'est avec fierté que je vous dis qu'on a réussi à maintenir le cap, garder le cap et garder nos opérations ouvertes. Évidemment, maintenant, la question nous frappe ou la situation nous frappe un peu plus, puisque depuis avril, on commence vraiment à avoir une baisse au niveau des volumes qui transitent chez nous. Donc, si on se fie sur le port comme baromètre, on voit qu'on réagit à ce qui s'est passé évidemment en Asie, en Europe. Au niveau des exportations, on a commencé à sentir nettement de différence. Je crois que toutes les entreprises qui transitent autour du port, on va voir une diminution qui a débuté en avril pour mai, pour juin. C'est vraiment là que nous, on va sentir l'effet de la crise. De fait, il y a moins d'exportations. On le voit déjà sur les quais. Il y a moins d'exportations qui arrivent chez nous par train pour quitter le port. Il y avait quand même encore un certain bon volume d'importations, mais qui lui aussi commence à diminuer. Il y a certaines commodités, évidemment, comme le sucre ou des choses comme ça, qui vont continuer d'être très en demande. Mais au niveau de la marchandise qu'on a réalisée, évidemment, on voit le volume commencer à diminuer. Merci Sylvie. On va avoir beaucoup de temps pour des questions et des échanges. Tu l'as dit toi-même, le port, dès le départ, un service essentiel. Vous avez continué vos activités, vous avez réorganisé vos équipes. Tu dis, on est fonctionnel à 100%. Comment tu qualifierais votre efficacité avec les mesures? Diriez-vous que vous êtes à 80-90% de votre rythme habituel en termes d'efficacité de tes équipes? Comment tu qualifierais ça? Je dois dire que, évidemment, on est dans une chaîne et là, on en comprend toute la portée. Le port, c'est au centre et on a besoin de tout ce qui est l'industrie du camionnage, l'industrie ferroviaire, les opérateurs de terminaux. Donc, on est vraiment très nombreux à devoir travailler ensemble pour offrir ce service. Et vraiment, au niveau de, quand on regarde nos indicateurs de performance, à chaque jour, on suit ça de très près. Pendant les périodes où, disons à partir de mi-mars, où les volumes étaient très élevés,
Les équipes en rotation avaient été mises en place afin évidemment de s'assurer que tout le monde reste en sécurité, puis avoir du personnel de remplacement si besoin. On avait un très fort volume de camions, plus de 2000 camions par jour, des convois ferroviaires aussi fréquents pendant plusieurs jours où on a suivi la crise au départ et où il popait toutes sortes de situations inhabituelles. La conclusion était qu'on était quand même, comme à l'habitude, avec des assez très bonnes performances au niveau de nos différents indicateurs d'opération et de rendement. Et jusqu'à maintenant, je crois qu'on a bien suivi le rythme presque habituel. Et évidemment, là, on va s'adapter en fonction du volume, mais nos équipes ont été formidables pour maintenir ce rythme avec une très grande efficacité. Évidemment, plus de coûts. Plus de coûts pour tout le monde dans la chaîne logistique, pour nos opérateurs de terminaux, pour nous-mêmes, pour nos autres partenaires, à cause de toutes les mesures qui doivent être mises en place. Mais et là, l'impact va être plus important puisqu'on va voir les volumes diminuer davantage au cours des prochains mois. Mais jusqu'à maintenant, je crois qu'on nos clients, j'imagine qu'ils peuvent le dire, qu'on est quand même assez fluide. Donc, je pense qu'il y a un message important dans ce que tu dis parce qu'on s'est posé la question et les journalistes nous la posent régulièrement. Est-ce que la base économique va rester fonctionnelle et efficace avec toutes les mesures? Tu dis, en tout cas, dans votre cas à vous, vous avez réussi, mais évidemment, ça peut avoir un impact sur les coûts, mais on peut s'organiser, ce qui est un bon signal pour tout le monde qui nous écoute. Il a fallu réorganiser les activités dans un contexte d'urgence. Tu le dis souvent et toute personne qui regarde le concept de chaîne logistique implique qu'on travaille en partenariat. Il y a des collaborateurs, il y a d'autres ports en amont, il y a des transporteurs, il y a des compagnies qui sont sur le site du port et qui travaillent avec les navires, avec des équipes. Il y a aussi toute une chaîne en aval ou en amont, le camionnage, l'entreposage. Peut-être nous parler un peu de comment s'est passée cette mise en place de nouvelles mesures, de nouvelles façons de faire avec les partenaires. Tu l'as dit toi-même, dans les containers, il y a parfois des fournitures qui sont essentielles, des équipements essentiels, mais tout ne l'est pas. Donc, il ne fallait pas nécessairement que les containers restent là à ne pas se vider. En même temps, il y a beaucoup de commerces ou d'entreprises qui ne pouvaient pas faire réception des marchandises. Donc, il ne fallait pas non plus que ces conteneurs-là restent sur le port, à encombrer le port. Comment tu t'es pris avec tous les partenaires pour que la chaîne logistique reste fluide, pas juste les opérations du port elles-mêmes? En fait, je crois que la complexité de notre entreprise, c'est vraiment ça. C'est le nombre élevé de partenaires avec lesquels nous travaillons. Tu sais, il y a le port, il y a les différents opérateurs de terminaux, que ce soit dans des opérations de grains ou de conteneurs ou de vrac liquide. Il y a une grande diversité d'opérateurs et chacun est connecté au ferroviaire, au camion. Donc, beaucoup d'intervenants qui doivent travailler ensemble. Et je dirais que si on a réussi à réagir aussi promptement et efficacement dans un premier temps, c'est parce qu'on a l'habitude de collaborer. Ça ne s'est pas inventé au moment de cette crise-là. Ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. Il y a des appels conférences qui se tiennent 2 fois par jour pour justement tout le mouvement, la fluidité des conteneurs. Ben ça, c'est pas quelque chose qu'on a dû mettre sur pied en catastrophe, ça existait. Donc, on a déjà cette façon d'opérer qui nous a grandement aidés. Mais évidemment, on a un long périmètre, un long territoire. On parle de 26 km. Au niveau des conteneurs, c'est concentré évidemment à travers le vrac, donc à partir du Vieux-Montréal jusqu'au promenade Belle-Rive, plus loin dans l'Est, quand même un long territoire. Les employés se déplacent, les camions se déplacent. Donc, il a fallu rapidement mettre en place des mesures, premièrement sur l'entrée sur le port de sécurité. Encore là, on a, peut-être parce qu'on est un port, on est habitué d'être un peu dans des questions de crise. On avait déjà en place des plans de continuité des affaires, des plan de pandémie vraiment costaud qu'on a remis rapidement à jour, mais qui existait déjà. On a des plans de sûreté avec l'ensemble de nos opérateurs aussi. Fait que je crois que ça a contribué à ce que tout se mette en place rapidement. Après ça, il y a eu toutes les mesures sanitaires, évidemment, comme plusieurs entreprises là, ont fait. Dans notre cas, parce qu'il y a beaucoup de rotation, puis parce qu'il y a beaucoup d'intervenants, chacun des opérateurs a mis en place ces mesures de nettoyage
nettoyage, aussi de sécurité. Je crois qu'on a fonctionné autour des symptômes que les gens pouvaient ressentir, donc le nettoyage. Et graduellement, comme tout le monde, on a vu arriver les mesures de distanciation physique qui sont passées d'1 mètre à 2 mètres. Mais dans certains éléments, c'est difficile, comme par exemple dans un camion, s'il y a 2 personnes, 2 mètres, ça devient plus compliqué. Donc, il y a des équipements lourds qui ont été rajoutés sur le terrain. Alors, on s'est ajusté au fur et à mesure. Beaucoup de nos employés, 55% pour ce qui est de l'administration portuaire de Montréal, sont maintenant en télétravail. Et le 45% qui reste sur place, évidemment, on veut les protéger le plus possible. Donc, comme je disais tantôt, il y a eu de la rotation. Les gens ont été séparés physiquement. On n'a pas des super équipes. Rappelons-nous qu'on était tout le monde en situation de pénurie de main-d'œuvre. On n'a pas des plein de monde qui attend chez eux si on a un problème. Donc, les gens qui travaillent pour nous, il faut vraiment bien les protéger. Et il y a eu une très bonne collaboration avec les employés, avec les représentants syndicaux, autant chez nos partenaires qui sont les opérateurs, avec les syndicats qui représentent les débardeurs. Vraiment, tout le monde a mis la main à la roue et on a pu vraiment continuer. Maintenant, au niveau de nos autres grands partenaires, bien, comme je disais tantôt, il y a eu beaucoup de discussions sur comment on va opérer et comment on va le faire de façon correcte. Et finalement, c'est pas facile. Et il y a toujours des nouvelles règles qui s'ajoutent. Là, on est rendu avec le port du masque. On parle de déconfiner tranquillement, nous aussi, mais on va, de notre côté, essayer de conserver le télétravail le plus longtemps possible afin de protéger nos employés qui sont sur le site. Donc, je dirais que c'est un travail continu. En fait, c'est moins une situation de crise où à chaque minute arrive un nouvel événement qu'une situation maintenant où on doit se dire, bon, ben, on est parti pour un bon bout de temps. Alors, comment on va faire passer nos mesures qui étaient temporaires, les rendre un peu plus permanentes et les rendre permanentes de façon très efficace aussi? Je crois que présentement, on est dans cette réflexion. Sylvie, je veux que tu me parles un petit instant de la question des conteneurs parce que je y ai fait allusion. J'ai vu à un moment donné, je pense que c'est Cargo-M, la grappe, qui demandait est-ce que des gens ont des terrains, ont des lieux d'entreposage? Et là, quand j'ai vu ça passer, je me disais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est le port qui ne fonctionne pas? Puis ce que j'ai compris, c'est que ce n'est pas le port qui ne fonctionne pas du tout. C'est qu'il y avait des enjeux de livraison des marchandises vers des commerces, vers des établissements fermés. Dis-moi un peu comment vous avez fait le port, la grappe et tous les acteurs pour vous sortir de cette situation-là? Oui, c'est un point important parce qu'en fait, tu sais, quand les entreprises, à un moment donné, le gouvernement a annoncé graduellement la fermeture des entreprises non essentielles et en même temps, la grande importance de garder les entreprises essentielles pleinement opérationnelles. On s'est retrouvé avec une situation où les conteneurs qui arrivent ou qui arrivent chez nous pour sortir ou vers l'extérieur du pays ou qui rentrent chez nous devaient être entreposés temporairement parce qu'il y avait des entreprises qui ne pouvaient pas les recevoir. Évidemment, c'était une situation qui ne pouvait pas durer parce que, d'une part, si on bloque la porte d'entrée, le problème va être beaucoup plus grand. Et aussi, comment démêler toute cette marchandise-là, le faire sur le port, ce n'est pas évident non plus. Donc, avec la grappe Cargo-M, qui est notre grappe en transport et logistique, il y a un grand inventaire qui a été fait et en fait, ils ont répertorié à peu près 1,6 million de pieds carrés d'espace intérieur, puis 17 millions de pieds carrés d'espace extérieur. Si les gens ont des besoins, ils peuvent toujours communiquer avec la Cargo-M pour savoir où se situent ces terrains. Le but était de dire si une entreprise ne peut pas recevoir sa marchandise parce qu'elle est fermée, ou si elle ne peut pas la recevoir parce que ses entrepôts sont pleins, ben en même temps, le port ne peut pas devenir cette espèce d'entrepôt à ciel ouvert parce qu'on va rapidement congestionner la porte d'entrée et ça va nuire à tous les types de marchandises qui rentrent chez nous et toutes les entreprises qui comptent sur nous autant pour l'import que l'export. Donc, comme on a l'habitude de travailler ensemble, Cargo-M est déjà une organisation qui nous fédère au niveau de toute la chaîne logistique. On a eu l'aide aussi du ministère de l'Emploi, de l'Économie du gouvernement du Québec qui a contribué aussi avec Cargo-M à vouloir identifier des terrains et des entrepôts. Et tout ça a été rendu disponible, si bien qu'on n'a pas vraiment vécu de situation de congestion. Je crois qu'on l'a juste prise au bon moment pour l'éviter. Sylvie,
revenons un petit peu juste sur les ressources humaines. Tu le dis, puis toutes les personnes à qui j'ai parlé, que ce soit en webinaire ou privément depuis le début de la crise, parlent de l'importance du monde. Il faut que nos équipes sentent qu'on est là, on comprend les enjeux de sécurité, on est très sensible à ajuster tout ce qui doit l'être. Et je voulais en revenir parce que toi et moi, on s'est parlé régulièrement, puis on était tous conscients qu'il fallait que les travailleurs du port et de toutes les équipes autour du port soient rassurés. Je sais que depuis le début, tu voulais mettre en place toutes les mesures nécessaires. J'aimerais que tu me parles de, je dirais, l'extra que vous avez fait. Qu'est-ce que vous avez fait de plus à part dire, OK, on va faire de la distanciation, puis on va essayer de trouver des réponses, je dirais, à ce qui était évident. Je pense que vous êtes allé assez loin au port. En fait, si je parle de nos employés à nous, évidemment, on n'était pas dans le mode télétravail, mais on n'a pas hésité longtemps et nos équipes TI, tout le monde avait déjà mis en place des systèmes robustes, mais il y a eu un magasinage de dernière minute pour s'assurer que tout le monde était bien équipé. Donc ça, c'était une première mesure. On a fait énormément de communication par différents moyens, que ce soit des vidéos que je prépare avec les gens de communication pour diffuser à nos employés. Il y a eu beaucoup de communication écrite. On a vraiment structuré aussi toute la question des rencontres virtuelles par vice-présidence, s'assurer qu'on parlait avec tout le monde, surtout pour ceux qui étaient en télétravail. Pour ceux qui sont sur le site, évidemment, il y a eu aussi beaucoup de communication, beaucoup de rencontres, pas de rencontres de groupe, mais plutôt des rencontres un à la fois. Tous les équipements de sécurité, le nettoyage a été vraiment augmenté de façon significative. On a travaillé aussi en consultation avec les employés, les représentants syndicaux pour s'assurer que ce qu'on mettait en place était vraiment, en fait, qui leur donnait confiance. Il faut que les employés aient confiance en nous, puis il faut qu'ils aient confiance en nous pour qu'on puisse poursuivre nos activités, parce que si les gens croient qu'ils ne sont pas bien ou en sécurité, ça va être difficile de continuer d'offrir le service, mais je crois que ça, on y est parvenu. On a aussi mis en place un système de télémédecine pour que nos employés puissent avoir accès s'ils avaient des questions, des craintes ou des consultations médicales qu'ils voulaient faire. On a vraiment essayé de répondre à l'ensemble des besoins que nos employés pouvaient exprimer. Moi, ça fait longtemps que je dis que les employés, c'est vraiment nos ressources les plus importantes. Il y a quelques mois, beaucoup le constataient parce qu'on était en manque de personnes. Aujourd'hui, beaucoup le constatent aussi parce qu'on voit bien que c'est les employés qui font marcher présentement nos activités. Et je dois dire que je ressens chez nos employés beaucoup de fierté de donner ce service essentiel aux différentes entreprises, mais de fait à toute la communauté, à toute la population. Les gens veulent que ça fonctionne bien, nous font part de leurs idées, de leurs suggestions. Donc, si c'était pas de cet engagement-là, peut-être que les choses seraient vraiment différentes. Donc, je crois que c'est une crise en premier lieu de ressources humaines qu'on vit. C'est une crise humanitaire et c'est là-dessus qu'on doit mettre notre première priorité. Sylvie, je ne sais pas jusqu'où tu veux en parler, mais je sais qu'il y a un outil que tu es en train d'examiner, puis c'est la possibilité d'avoir une application, je pense que c'est un bracelet, qui ferait en sorte qu'on saurait si on est à moins de 2 mètres de quelqu'un. J'aimerais ça que tu nous en glisses un mot parce que quand tu m'en as parlé l'autre fois, je me suis dit, tiens, il y a peut-être plein d'entreprises qui réfléchissent à cet enjeu qui est comment j'aide mes gens à réaliser qu'ils sont trop proches et peut-être à prendre les mesures de distanciation nécessaires alors qu'ils doivent travailler. Où en es-tu avec ta réflexion là-dessus? Bien, on est vraiment avancé, dans le sens qu'on croit que c'est une formule intéressante, préventive en fait, de pouvoir aussi avoir un petit signal, parce que 2 mètres, tu sais, dans le feu de l'action, ça se peut qu'on l'oublie. 2 mètres, tout le monde n'a pas le même bon réflexe de se situer dans l'environnement. Donc, si on peut avoir un signal qui dit « Oups, tu viens de franchir le 2 mètres de protection d'une autre personne », ça pourrait sûrement aider.
relever. Donc, notre équipe de ressources humaines est quand même assez avancée. C'est une solution vraiment qu'on voudrait déployer le plus rapidement possible, qui en sera une parmi d'autres. Ça n'enlève pas les autres mesures, ça n'enlève pas le nettoyage, bon, puis tout ce qu'on se fait dire et que l'on respecte, là, que ce soit le lavage de mains, tout ça. Mais comme sur notre site, il y a beaucoup de monde, il y a aussi les chantiers de construction qui ont recommencé. Donc, on n'a pas juste les intervenants de la chaîne logistique qui nous visitent, mais on a tous nos chantiers de construction, beaucoup de monde. Alors, si ça peut être une mesure supplémentaire, on aimerait ça pouvoir la mettre en marche. Puis juste pour les gens qui nous écoutent, dans le fond, c'est un petit bracelet qu'on porte et qui vibre quand on est trop près les uns des autres? Exact, c'est ça. Alors, qui nous prévient et qui pourrait aussi, évidemment, en cas de personnes qui pourraient être malheureusement atteintes, bien, par la suite, nous aider à faire un peu retracer avec qui les gens ont été plus en contact. Bon, écoute... Donc, espérons que ça va fonctionner. Je pense que ça serait un bon coup de main. Bien, ce que je dis à tout le monde qui nous écoute, c'est que dès que le port vous aurez pris une décision, si vous mettez cette mesure-là en application, on va aller chercher l'information puis on la diffusera. Parce qu'il y a peut-être beaucoup d'autres entreprises qui se posent la même question. Hein. La question qui se pose, c'est si on repart les activités, comment on minimise les risques au cours des prochains mois? On ne veut pas de crise sur nos chantiers, dans nos usines, partout. Donc, ça sera peut-être une bonne solution. Sylvie, tu l'as dit d'entrée de jeu... je pense que ça fait 11 ans que tu es PDG du port. D'ailleurs, quand j'ai vu le chiffre, j'ai réalisé encore une fois que toi et moi, on est entrés en poste à peu près en même temps. Moi, je rassure tout le monde, je ne prendrai pas ma retraite tout de suite et je trouve que tu es très jeune pour prendre ta retraite. Moi, je voulais te poser la question parce qu'au-delà de ces 11 années, ce que j'ai comme chiffre, c'est que ça fait près de 30 ans que tu es au port de Montréal. Tu en avais vécu des crises avant, le port en a vécu, l'économie en a vécu. Y a-t-il des leçons des crises antérieures dont tu t'es servi cette fois-ci qui t'ont été utiles? Écoute, c'est sûr qu'en 30 ans, il y a eu beaucoup de situations. Une chose que je veux dire, puisqu'on parle de ça, c'est que je suis peut-être dans le club optimiste, mais toutes les crises qu'on a vécues dans le port, qui était une crise, je vais l'appeler internationale, là, pas une crise personnelle, mais une crise économique, on s'est toujours relevé. On a un bon graphique qui nous montre notre courbe de croissance. Comme vous savez, la croissance au port de Montréal est au rendez-vous depuis des années et des années. Au niveau des conteneurs, ça ne dément pas d'année en année. Quand on a eu des baisses, c'était toujours lié à une crise économique importante. Et par la suite, on voit toujours qu'on s'est relevé assez rapidement. Celle qui a été peut-être la plus longue, c'est la crise économique 2009, où la courbe a peut-être été un petit peu plus longue à se rattraper, mais finalement, on a repris. Puis vous le savez, présentement, je l'ai dit en entrée, on était quand même dans une excellente période. Donc, certainement qu'un des apprentissages, puis moi, Michel, j'ai été nommée en PDG en 2009, donc juste pendant la crise, et je quitte pendant l'autre crise. Donc, une chance qu'entre les deux, ça a été super extraordinaire, parce que c'est deux années quand même qu'on ne peut pas oublier facilement. Mais certainement que parmi les apprentissages, l'agilité est vraiment très importante. Être capable, et aujourd'hui, là, je crois qu'on avait appris de la dernière crise, être capable de se retourner rapidement, d'avoir la flexibilité nécessaire, la collaboration, des canaux de communication déjà ouverts, c'est sûr que ça nous a beaucoup aidé aujourd'hui. On avait aussi renforcé tous ces plans d'urgence qu'on a parce qu'on s'était beaucoup développé dans la gestion des risques et je crois que ça nous a servi aujourd'hui. C'est une réflexion qu'on fait depuis des années qui est de façon de plus en plus structurée. Quels sont nos risques? Comment on les évalue? Quels sont les plans de mitigation qu'on met en place? Tout ce travail-là aujourd'hui nous a servi et je dirais qu'on va devoir le poursuivre et là, il y a des nouveaux risques qui sont apparus. On va aller voir si on les a bien couverts. On va prendre le temps de réfléchir à tout ça lorsqu'on va refaire l'évaluation des risques. Je pense aussi que c'est des moments où on peut se reposer des questions sur notre façon de donner le service et comment on peut être résilient. Pour moi, c'est clair que la fluidité, la livraison des marchandises, ça va toujours demeurer une grande priorité. Présentement,
présentement, c'est très important qu'on puisse livrer les conteneurs qui contiennent de la nourriture, qui contiennent des biens essentiels, qui contiennent des médicaments. Alors, comment on peut s'assurer que nos systèmes sont résilients? Comment on peut s'assurer que les informations, je crois qu'une des leçons qu'on va tirer aussi aujourd'hui, c'est tout ce qui est la donnée pour pouvoir répertorier, trouver les bons conteneurs. Donc, c'est certainement des éléments qui vont se développer encore plus dans les prochaines années. Et évidemment, d'avoir des employés très compétents, très engagés, très créatifs. Je pense pas qu'on va aller en diminuant parce que c'est ça qui fait que moi, je suis épatée de voir à quel point au Québec, les gens se retournent, trouvent des moyens, les entreprises ont changé leur type de production. Ça s'est fait quand même assez vite. Ça démontre certainement beaucoup de compétences et beaucoup d'engagement de la part des employés. Puis je crois que là-dessus, il faut pas s'arrêter. Absolument pas. Un des impacts souvent des crises, c'est de nous forcer à changer ou à s'agir. Tu disais tantôt, l'agilité est important. Moi, ça a attiré mon attention. Je pense qu'il y a une collaboration, et quand j'ai vu ça au début, j'étais un peu curieux, entre le port et la grappe de l'intelligence artificielle. Et ce que j'ai fini par comprendre, c'est que c'est en lien avec l'identification de la marchandise essentielle. Tu le disais tantôt, il y a des containers dans lesquels il y a beaucoup de choses, tout n'est pas essentiel. Et en période de crise, on veut que l'essentiel bouge vite. Parle-nous un peu de cette collaboration avec la grappe Scale AI. Merci de me poser cette question-là. On est très, très content de collaborer, nous, depuis une année ou deux avec Santec. On a une cellule d'innovation chez Santec et on a diverses initiatives en intelligence artificielle et en différents projets avec des startups qui sont en place là-bas. Avec la crise, on a fait donc une association avec Scale AI, avec qui on travaille quand même depuis le début, et on s'est associé avec CargoM, notre grappe, et avec Ivado, en fait, pour créer un moyen, en fait, d'identifier les conteneurs dès leur départ de leur port de provenance pour identifier quels sont les conteneurs qui contiennent justement des marchandises essentielles, peu importe que ce soit des médicaments ou des produits agroalimentaires. Et ce qu'on voudrait faire, c'est répertorier rapidement ces conteneurs-là et pouvoir à ce moment-là, lorsqu'on les a identifiés, émettre des avis au préalable aux différents partenaires de la chaîne logistique pour dire, on attend, disons, que sur un bateau de 4000 conteneurs, il y en a 400 qui sont identifiés comme étant porteurs de produits essentiels. Bien, les 400, ils vont arriver à telle heure, ils vont être déchargés à telle heure, telle date. À ce moment-là, toute la chaîne logistique serait avisée et c'est comme si le conteneur avait un traitement VIP et pourrait à ce moment-là être pris en charge et immédiatement être sorti du port et on pourrait même suivre sa trace jusqu'à destination. Donc, c'est un projet innovant, c'est un projet dont on parle, tu sais, pour gérer cette crise-là. Évidemment, on a aussi fait beaucoup de veille stratégique avec nos collaborateurs, évidemment, les ports du Québec, les ports du Canada, mais particulièrement aussi avec les ports internationaux avec lesquels on est associé dans notre groupe qui s'appelle Chainport, qui est un regroupement de ports intelligents dont Montréal fait partie. On est une douzaine de ports à travers le monde. Et cette initiative qu'on est en train de développer grâce au support de Scale AI, je vais te dire, fait l'envie de... tout le monde veut que ça fonctionne, en fait, parce qu'il y a plusieurs ports qui attendent des résultats. Est-ce qu'on va être capable de développer cet algorithme? Puis probablement que les firmes comme Ivado, tout ça, pourront certainement exporter cette expertise-là parce que ça va intéresser tout le monde, en premier lieu au Canada et par la suite à l'international. Donc, c'est un projet qui est à la fois utile et stimulant pour nos équipes parce que comme on fait une veille stratégique de tout ce qui se passe dans le monde, au niveau des ports, on essaie de prendre les meilleures pratiques et celle-là, je crois qu'on serait un précurseur en plus. J'aime beaucoup cette image que Montréal fait partie de ces quelques villes portuaires intelligentes. Sylvie, dans quelques instants, on va parler de la relance. Juste avant, peut-être une dernière question sur la situation actuelle. Les gouvernements se sont beaucoup mobilisés pour aider les particuliers, aider les entreprises. J'ai vu aucune mesure, à ma connaissance, qui visait à s'assurer d'aider les ports.
Est-ce que les gouvernements, le gouvernement fédéral en l'occurrence, pourrait faire quelque chose, aurait pu faire quelque chose qui aurait été utile pour le port? À ce stade-ci, effectivement, il n'y a pas de programme spécifique pour les ports ou pour les opérateurs portuaires, les opérateurs de terminaux. C'est sûr qu'au début de la crise, les volumes étaient là. Donc, la marchandise entrait comme si on n'était pas en crise. Donc, nous, on vivait des journées quasi-normalité. C'est plus là que ça commence à creuser puis que les prochains mois vont être difficiles pour tous les partenaires de la chaîne logistique, sans compter le niveau de dépenses qui augmente. Donc, c'est sûr qu'on va certainement pouvoir en discuter avec les paliers de gouvernement sur comment on peut aider, parce que le défi pour nous, là, c'est de maintenir tout ça. On prévoit qu'à peu près à la fin de l'année, puis je vais faire une statistique générale, mais évidemment, elle ne s'applique pas individuellement à chacun des opérateurs. Ça dépend dans quel secteur d'activité ils opèrent. Mais pour nous, on parle d'environ une baisse de 12 de nos volumes, sans compter, évidemment, les croisières. On n'en a pas parlé, mais où c'est un marché qui, évidemment, souffre et souffrira beaucoup de la situation de COVID. Présentement, les croisières sont interdites au 1er juillet, mais dans les faits, plusieurs compagnies de croisière, près de un peu plus que 60-65% des compagnies ont déjà annulé les prochaines croisières. Donc ça, pour le tourisme à Montréal, vous le savez, la situation est très difficile, mais pour les entreprises situées dans le Vieux-Montréal qui voyaient des bénéfices importants avec les croisiéristes, il ne reste plus beaucoup de croisières qui sont cédulées pour cette année. Et ça, c'est dans la mesure où elles pourront vraiment se faire. Donc, on parle quand même de volumes, d'importants volumes qui vont diminuer au courant de l'année. Alors, c'est sûr que si on est capable d'aider l'industrie du transport et de la logistique, ça va être important. C'est peut-être pas au début de la crise que ça s'est passé. Ça va être maintenant et dans la continuité des affaires. On y arrive à regarder vers l'avenir. Parler de relance, mais comme tu le dis, la relance ne va pas se faire en même temps pour tout le monde. Assurément, on va se poser la question par rapport au secteur touristique. Et là, tu arrives dans la question des croisières. Je veux juste que tu nous situes parce que je parle souvent au gouvernement, on parle beaucoup d'aide sectorielle. Le tourisme en fait partie. Le port, votre relation, c'est que vous avez un terminal de croisière. J'imagine que pour vous, il y a des frais, il y a des rentrées d'argent. Vous travaillez dans quelle optique par rapport à votre terminal de croisière? Vous l'opérez cette année? Vous l'opérez même s'il y a un bateau de temps à autre? L'année prochaine, est-ce que vous anticipez que ça redevient la normale? Comment tu vois votre activité liée au quai puis aux croisières? Alors, à notre magnifique grand quai du port de Montréal, il n'y a pas beaucoup d'actions présentement. Parce que, bon, évidemment, notre saison, nous, c'est plus vers l'automne, mais normalement, ça commence en mai. On sait qu'il n'y aura pas d'activité jusqu'au 1er juillet, certainement, selon les directives gouvernementales. Et compte tenu aussi de toutes les annulations qu'on a eues, on est vraiment à l'automne. On a vu aussi que CTMA, une compagnie québécoise, elle avait déjà pris la décision de suspendre toute sa saison. Donc, sincèrement, on a peu d'espoir qu'il y aura vraiment des croisières cette année. Là. Il y en a qui n'ont pas encore annulé, mais ça semble difficile d'imaginer qu'ils pourront venir, mais on les attend. Donc, ce qu'on a fait, on s'est préparé. S'ils viennent, comment on va accueillir les passagers, comment on va accueillir aussi les visiteurs qui embarquent sur le navire. Il faut aussi qu'il y ait un avion parce que plusieurs de nos touristes qui arrivent par bateau repartent en avion ou à l'inverse arrivent à Montréal en avion, passent quelques jours à visiter la ville et par la suite partent en croisière. Donc, on est quand même connecté aussi au système aérien. Donc, il faut voir comment ça va se développer de ce côté-là. Pour les prochaines années, les discussions que nous avons avec les lignes de croisière sont très positives. Déjà pour 2021, les gens sont au rendez-vous. Donc, ils vont devoir aussi réinventer, évidemment, je dirais, la façon de faire des croisières parce que je crois que ça a frappé l'imaginaire dès le début de la pandémie, les bateaux de croisière qui étaient vraiment mal pris dans différents
pays. Donc, mais je me fie sur leur grande créativité pour nous rassurer, tous les voyageurs. Et aussi pour Montréal, on est en contact régulièrement avec Tourisme Montréal. Il y a toute une question aussi de l'image, l'image de Montréal. Je crois qu'on va devoir tous se serrer les coudes, travailler ensemble pour vraiment s'assurer que les voyageurs internationaux ont confiance que Montréal est une ville sécuritaire puis qu'elle va avoir pris les moyens nécessaires pour assurer la sécurité de tout le monde. Là, on entend bien des choses à propos de Montréal, mais je crois qu'il y a déjà un bon courant de solidarité puis de travail en collaboration pour assurer que la réputation de Montréal revienne ce qu'elle était très, très, très rapidement. Écoute, Sylvie, j'en entends moi aussi beaucoup. Je rappelle à tout le monde que après le 11 septembre, on a probablement plusieurs d'entre nous pris l'avion pour aller à New York. On ne s'est pas posé de questions. Puis, je mets au défi les gens de me dire qu'ils n'iront pas en Italie dans 2 ans s'ils en ont la chance, ou l'année prochaine même, parce qu'ils ont eu une année ou des mois extrêmement difficiles là-bas. Moi, je pense qu'on est dans une crise. À ce moment-là, les nouvelles sont mauvaises. Mais quand la crise est terminée, les endroits agréables demeurent agréables, puis on a envie d'y aller. Alors, la question, par contre, et je trouve que c'est bon ce que tu apportes, c'est que les spécialistes des croisières vont s'ajuster, les croisiéristes vont s'ajuster, mais en même temps, l'envie de partir en croisière, semble-t-il, va demeurer. Et donc, il y a un avenir pour les gens qui vivent de ce secteur-là, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Sylvie... Puis pour ce qui est du Grand Quai... je voulais ajouter que on a repris quand même les travaux de construction de la tour, donc notre tour qui venait compléter notre aménagement du Grand Quai. Donc, avec la réouverture des chantiers de construction, on a repris ces travaux-là, ça va bon train. Et le Grand Quai lui-même, évidemment, on a notre toit vert qui est ouvert. On a quand même beaucoup de gens qui viennent prendre une petite marche, respirer l'air, regarder le fleuve et la ville de Montréal. Puis on est en train de regarder différents projets, compte tenu qu'on voit que les croisières ne seront sans doute pas au rendez-vous. En tout cas, certaines dates ont été annulées. On est en train de regarder quelle utilisation on va faire du Grand Quai. On a différents projets qui pourraient peut-être aider justement en temps de pandémie. Puis on est en train d'évaluer ça avec l'équipe du Grand Quai. Tu nous amènes à notre prochain sujet en parlant de la tour que vous construisez. D'ailleurs, je serais curieux de savoir, est-ce que c'est à la fin de l'été qu'on peut monter dedans? Quand est-ce qu'elle va être prête, cette grande tour? Ça serait plutôt l'an prochain qu'on pourra monter dedans. L'an prochain, bon, d'accord. Pas cette année. Puis là, en plus, on a eu une petite urgence qui a fait qu'on a été obligé d'arrêter les chantiers, là, donc ça va être plus l'an prochain. Parfait. Ce qui nous amène, dernier sujet, la contribution du port dans la relance économique. J'ai Jean-Marc Burgre de l'ENAP qui disait, on le sait, un port avec ses travaux, ça se planifie 10 ans à l'avance. Et j'ai aussi Brigitte Lauzon, Production Radio, qui disait le projet de Contrecœur demeure-t-il pertinent? Alors peut-être avec ces deux questions-là, nous ramener à ta vision du port dans la relance et l'évolution du chantier Contrecœur. C'est une bonne question, une question large. En fait, premièrement, je veux dire qu'une ville portuaire, c'est une ville qui est différente des autres villes. C'est à travers le monde, c'est bien documenté. Les villes portuaires sont des villes qui amènent du développement économique, qui attirent des entreprises, qui sont un peu des aimants pour l'attraction d'entreprises. Montréal ne fait pas exception. Donc, je crois que le port peut évidemment contribuer à la relance économique par sa nature même. Donc, que je pense à attirer des entreprises parce qu'il y a un grand port, parce qu'il y a des activités logistiques, parce qu'on a un écosystème de 6300 entreprises qui œuvrent autour et avec le port pour donner des services à la clientèle. Tout ça, c'est, selon moi, très attractif. Et comme je le dis, c'est démontré à travers plusieurs études la force d'attraction d'un port. Évidemment, on peut contribuer aussi par tous les projets d'investissement. Donc, on en a plusieurs. Tu sais, dans les dernières années, dans les 10 dernières années, nous avons investi plus de 400 millions de dollars dans nos différents projets et nos opérateurs, nos clients, eux, ont investi plus de 1,3 milliard. Fait que grosso modo, on arrive rapidement à près de 2 milliards d'investissements dans les 10 dernières années. Donc, ça contribue certainement à la bonne santé économique. Et là, c'est ce qu'on va faire. Évidemment, on a pris un pas de recul parce que si nos revenus diminuent, on a diminué aussi nos dépenses opérationnelles et nos dépenses en projets d'investissement, bien évidemment.
On a choisi certains projets qui vont se poursuivre, notamment de compléter une nouvelle phase d'un terminal à conteneurs qu'on appelle VIO, qui est sur la rue Notre-Dame, allonger nos voies ferrées, améliorer le terminal Baker-Dyke. Donc, on a différents projets qu'on va réactiver. Ceux qu'on a mis un peu sur la glace, il y en a plusieurs qui sont des prêts à démarrer, pour pas dire shovel-ready. On verra s'il y a des programmes auxquels on peut adhérer et avoir un certain support financier pour les relancer plus rapidement que présentement on les a mis de côté. Donc, il y a évidemment ces aspects-là qui peuvent être considérés développement moteur pour l'économie. Mais il y a notre grand projet Contrecœur aussi qui, je crois, lui, a des effets beaucoup plus structurants à long terme. Donc, on est très avancé dans ce projet-là. Ça fait plusieurs fois que je vous le dis, mais on est vraiment... en 2020, on pourrait déjà entrevoir certains travaux préparatoires. On doit évidemment obtenir notre permis environnemental, mais à cet effet-là, ça va très bien. Je crois bien qu'en 2020, on a déjà répondu aux très nombreuses questions de l'Agence fédérale. On est donc vraiment en attente de la réponse pour pouvoir dire ces choses faites. Il y aura des conditions, évidemment, qui viendront avec le permis, mais qu'on sera en mesure de respecter. Dans le projet aussi, on a obtenu le support financier de la Banque d'infrastructure du Canada, qui est prête à investir jusqu'à 300 millions de dollars. Pour une organisation comme la nôtre, on est régi par le fédéral avec des lettres patentes qui nous limitent parfois au niveau de notre capacité d'emprunter. C'est un processus qui est difficile de faire changer cette limite, mais on a obtenu l'accord du Conseil du Trésor du Canada en passant par Finance et par Transport Canada. Mais c'est très, très important dans un grand projet d'envergure que le port puisse suivre et faire les investissements requis. Donc, ça, c'est réglé aussi. On travaille avec nos opérateurs de terminaux pour vraiment conclure une entente très détaillée. Donc, ça va vraiment très bien aussi. Donc, et vous le savez, on a beaucoup de support pour ce projet-là, que ce soit la communauté Montréal Métro, les villes, la population. Le projet jouit d'une grande acceptabilité et d'un très, très grand support. Et je remercie évidemment la Ville de Contrecœur, mais aussi tous les autres partenaires qu'on a dans ce projet. Donc, c'est un projet qui est sur le bord de débuter. En 2020, on pourrait déjà faire certains projets d'aménagement autour du site, certaines connexions à la 132 et tout ça. Donc, pour moi, c'est un projet qui va voir le jour imminent. C'est imminent que la première pelletée de terre va avoir lieu. Et c'est un projet qui va créer quand même 5 000 emplois pendant la construction, 1 000 emplois par la suite, qui va générer des retombées économiques très importantes et qui est absolument nécessaire pour nous. Parce que, je vous l'ai dit tantôt, on termine VIO 2 parce que nos différents terminaux à conteneurs arrivent à capacité. Ça nous prend toujours une espèce de marge de manœuvre pour ne pas fonctionner en congestion. Et on entre dans cette phase-là, donc c'est important qu'on puisse se développer ailleurs. Et oui, j'ai parlé tantôt d'une diminution de 12% de nos trafics cette année. Mais nous, tu l'as dit tantôt, c'est des grands cycles. On regarde évidemment le futur. Tu sais, on a acheté les terrains à Contrecœur il y a 30 ans. On les développe maintenant. Parce qu'on a fait différents autres projets entre-temps, ça nous a permis d'évoluer puis de grandir. Mais nous, on grandit toujours en fonction des marchés. Donc, au fur et à mesure que les marchés évoluent, on s'organise. Mais si on regarde le grand cycle, on a fait faire aussi récemment d'autres études économiques par des firmes externes pour confirmer ce que nous, on pense, c'est que oui, il y a un moment difficile, mais comme on était dans une bonne envolée avant que la crise arrive, comme notre économie au Québec, au Canada était solide aussi, on voit que ce besoin pour Contrecœur disparaît pas parce qu'il y a cette difficile période à travers laquelle on doit passer. On voit qu'au contraire, on va se consolider cette année, début de l'année prochaine, et notre projet Contrecœur, ça va être vraiment peut-être un bon moment pour
le mettre à jour, faire travailler des gens sur ce projet et le trafic va continuer de grandir par la suite. Donc, on est quand même heureux d'avoir fait les acquisitions de terrain il y a des années pour être prêt maintenant. Puis, je terminerai en disant que, tu sais, la géographie et la démographie, ça ment pas. Le port de Montréal est très bien situé géographiquement dans le cœur industriel du Canada. On dessert le Québec, l'Ontario. On a un hinterland, une communauté, une population de 110 millions de consommateurs qui sont desservis, qui sont connectés au port de Montréal. Donc, démographie, géographie, ça fait partie de nos forces. Et avec ça, ça justifie qu'on ait justement eu et qu'on poursuive cette vision de vraiment s'assurer qu'on a les infrastructures. Puis on le voit là pendant la crise, la fluidité, c'est vraiment important. Donc, je crois qu'avoir des alternatives pour s'assurer qu'on sera toujours fluide, c'est certainement un projet qui va nous permettre de rencontrer ces objectifs-là à très court terme. Merci. Merci Sylvie. Écoute, en terminant, je veux juste te dire qu'au cours de la dernière semaine, là, je vais les nommer. J'ai parlé à Catherine McKenna, qui est la ministre de l'Infrastructure au gouvernement fédéral. J'ai parlé à Marc Garneau, évidemment, le ministre des Transports. J'ai parlé à Mélanie Joly à plusieurs reprises. J'ai parlé à Pablo Rodriguez, qui est le ministre fédéral responsable pour le Québec. Et je peux te dire qu'à chacun d'entre eux, je leur ai presque demandé de signer la feuille au bas qui dirait que les projets du port de Montréal feront partie des projets de la relance. Alors, je vais juste te dire, tes projets shovel ready. Est-ce qu'ils ont signé? Ben, ils n'ont pas signé parce ils se gardaient une petite gêne, mais dans les faits, je vais juste dire que j'ai l'impression que ce qu'ils attendent de nous, du port, c'est de dire clairement ce qu'on va faire. Et la promesse qu'ils m'ont faite, c'est qu'ils seraient au rendez-vous. S'il y a des journalistes qui nous écoutent, je vous dis, posez-leur des questions simplement pour les amener à signer au bas de la page. Mais le port fait partie de nos actifs stratégiques. Le port a eu 6 années consécutives, 6 années records consécutives, et on peut s'attendre à ce que, tu l'as dit, à la reprise, le port retrouve relativement rapidement son rythme et éventuellement reprenne sa croissance. Donc, je trouvais ça important aujourd'hui d'avoir cet échange avec toi pour faire le point sur les opérations qui se poursuivent, faire le point sur les défis des prochains mois. Tu le dis, les volumes baissent un peu, faire le point sur l'aide que le port pourrait avoir besoin et éventuellement sur les projets dans le cadre de la relance. Je te remercie beaucoup. Je tiens à dire à tout le monde qui nous écoute 2 petits rendez-vous. Le premier, le 21 mai à 4 heures, on va avoir un événement sur l'écosystème de start-up à Montréal. Et je pense que ça va être très intéressant avec du capital de risque, grande entreprise qui soutient et qui travaille avec des start-up et une start-up. Et je rappelle à tout le monde, le ministre des Finances, Éric Girard, ministre des Finances du Québec, va venir le 29 mai à 10 heures. Et ça va être une bonne occasion de faire le point sur la situation des finances publiques au Québec dans le contexte de cette pandémie. À tout le monde, je vous remercie d'avoir été là. Merci beaucoup, Sylvie, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et, merci. Merci tout le monde. Bon courage à tout le monde. Bon après-midi. Merci. Bye bye.